Rebonjour Séverine. Rebonjour Jacques. Donc, suite à ce gros problème technique, on reprend notre conversation. Alors, on ne t'a pas entendu dans la vidéo précédente, mais voilà, commençons. Du coup, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement? Séverine Toussaint, balnéolaise depuis quasiment toujours, 44 ans, maman de deux ados et particulièrement intéressée sur les questions éducatives et c'est pour ça qu'on est ensemble ce soir. D'accord. Et donc, avant que tu commences, du coup, peut-être quel est ton métier? Alors je suis chargée de projet à la Lab School qui est une école alternative à Paris. Qui est une école qui a la particularité de se baser sur la recherche en sciences de l'éducation, en psychologie, en sociologie, pour adapter ses pratiques pédagogiques. Ok, donc c'est ce que tu vas nous présenter un peu. Euh, Je vais présenter très largement la question éducative telle que je l'ai abordée depuis ces 4-5 dernières années. ok, super. Je crois que tu nous présentes ton parcours dans le diapo, donc Absolument. je vais te laisser commencer. Alors d'abord, sur la question de l'éducation, l'éducation c'est quand même un sujet relativement large. L'éducation c'est pas que l'école, c'est pas que la famille. On peut avoir une éducation à plein de choses différentes et c'est ce qui rend le sujet assez passionnant. Comment est-ce que je suis arrivée sur ces questions éducatives? Donc j'ai une formation en langues étrangères appliquée aux affaires et au commerce. Je me suis spécialisée en affaires et en commerce après avoir fait une option en pré-professionnalisation au métier de l'enseignement, parce qu'initialement je me destinais à être enseignante. Mais dans le cadre de cette option, j'ai fait un stage dans une classe, une petite classe d'école publique à la campagne, toute cool. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la manière dont j'appréhendais ce métier-là et je me voyais pas faire le métier tel que je l'avais vu pendant 40 ans. Et donc, je me suis réorientée vers le commerce international où j'ai travaillé pendant 20 ans dans différents secteurs. Et, et j'avais également une expérience d'animatrice quand j'étais étudiante. Donc, voilà, je continue à garder un pied un peu dans l'éducation. Euh, les expériences, elles ont été très variées. J'ai aussi bien travaillé en France qu'à l'étranger, ce qui permet d'avoir une approche humaine assez large. Mais y compris sur mes expériences avec les enfants, ça a été de l'expérience de groupe jusqu'aux expériences individuelles sur du cours particulier ou en étant jeune fille au pair. Et justement, ces questions éducatives étaient au centre des réflexions. Je viens juste de m'apercevoir qu'il y a un mot assez rigolo là, un slasheuse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un slasheuse, c'est que ça, c'est assez caractéristique de la façon dont je fonctionne. C'est qu'à partir du moment où quelque chose m'intéresse, je vais y aller. Donc, je vais un peu toucher à tout. Je vais avoir plusieurs casquettes en même temps, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. J'ai par exemple toujours fait du bénévolat sur des sujets très variés. Et il y a une époque où j'avais trois casquettes. J'étais salariée d'une start-up, j'avais ma boîte de conseil et je faisais l'école à la maison. Donc voilà, ça a été une période assez chaude, mais extrêmement riche. Et en fait, je me rends compte que je ne suis pas faite pour faire qu'une seule chose à la fois. Il est là mon côté slasher et un peu caméléon. Je me fonds un peu dans tous les décors. Ok. Donc voilà, le parcours formel,
il est sympa, il est intéressant, mais une personne ne se limite pas à ça en fait. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux enfants que je côtoie tous les jours, que voilà, l'école c'est hyper important, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça dans la vie. Et j'avais adoré ces deux images que j'avais utilisées pour un atelier, notamment sur la différence entre l'école et la vie. Les deux ne sont pas séparés. Il y a une partie théorique, une partie pratique, et il faut savoir conjuguer les deux. Donc la petite image avec les petits pots bien rangés, bien sympa, et la vraie vie où on exprime toute sa créativité, où on peut mélanger le tout, et c'est ce qui donne des choses uniques. Et j'en arrive donc aux apprentissages informels, qui sont certainement au moins aussi importants que tout ce qu'on peut apprendre à l'école. Et il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui sont en reconversion. Souvent, ils ne sont pas en reconversion sur quelque chose qu'ils ont appris à l'école, mais sur une passion, sur un loisir, sur quelque chose de radicalement différent qui fait sens pour eux. Et voilà, ces apprentissages informels, pour moi, ils ont été inspirés par ma famille notamment. Voilà, toute ma famille vivait à Bagneux. Je disais tout à l'heure que j'avais une petite pointe de nostalgie en venant sur ce site, parce que ma mère y a travaillé avant que ce soit rasé. Elle y a travaillé pendant de nombreuses années. J'étais à l'école juste à côté. J'avais des oncles et des tantes dans tous les quartiers de Bagneux. Et même si ma famille était bagnolaise, ben voilà, mes grands-pères m'ont appris les différentes fleurs, les différents arbres, à reconnaître tel ou tel oiseau. Ma mère a vraiment des doigts d'or, et elle m'a appris à tricoter, à faire du crochet. Et après, j'ai voulu essayer par moi-même de faire du macramé, de faire de la broderie, enfin vraiment d'expérimenter des choses toute seule. Ma grand-mère maternelle était cuisinière à la cuisine centrale de Bagneux. Et en fait, on la chambre toujours, parce que j'ai la chance d'avoir mes deux grand-mères encore. Et on la chambre toujours parce qu'en fait, elle goûte sans arrêt. Quand elle cuisine, elle goûte. Et voilà, c'est une transmission informelle de, voilà, je cuisine, je goûte, j'ajuste, et c'est vraiment aussi de l'expérimentation. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la cuisine centrale de Bagneux? Ah, la cuisine centrale de Pour ceux qui Bagneux. nous écoutent, ouais. La cuisine centrale de Bagneux, c'était une très très grosse cuisine qui préparait tous les repas des écoles avant que les plats soient faits sur place, ou qu'il y ait les points chauds. Donc en fait, il y avait cette énorme cuisine centrale qui ensuite était dispatchée sur toutes les écoles de la ville. Ok. Voilà. Et un des projets super intéressants sur lequel j'ai été amenée à travailler, ça a été de faire du lien intergénérationnel entre mes filles, ma mère, mes grands-mères et moi, en les impliquant toutes sur une fabrication d'objets qu'on vendait au profit d'une ONG pour financer un projet. Donc voilà, c'était un vrai prétexte, comme il en existe plein, pour mettre les gens en mouvement et les impliquer sur quelque chose, mais ça permet aussi une transmission entre les personnes. Et les apprentissages, ça passe aussi pas que par les personnes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des plateformes numériques extrêmement compétentes quand elles marchent. Et donc, j'avoue avoir regardé pas mal de TED, avoir pas mal bouquiné. J'ai amené quelques livres justement qui m'ont pas mal inspiré, sur lesquels je reviendrai. Mais voilà, en fait, l'apprentissage, il vient de la curiosité aussi. Je parlais tout à l'heure de mes expériences de bénévolat, et clairement et concrètement, ces expériences sont des vraies formations pratiques. Quand j'ai fini ma licence, on m'a proposé par exemple de m'embaucher à la fin de ma licence. J'ai fait, je ne me sens pas de rentrer dans le monde du travail, je ne me sens pas assez technique
Par contre, j'ai trouvé une école que j'aimerais bien faire en alternance. Donc, si vous êtes prêt à me prendre en alternance, pas de problème, je continue avec vous. Et donc, j'ai fait cette école en alternance et ça a franchement été l'idéal. Le fait d'avoir une formation théorique et une application pratique tout de suite après, ça a franchement été la formule idéale pour moi, pour vraiment rentrer dans mon métier, me sentir légitime, tout en continuant à apprendre et en revenant avec des questions très précises et très pertinentes sur des problématiques concrètes qu'on rencontre en entreprise. Et donc là, tu avais le temps de faire du bénévolat à côté? Oui. Ok. En fait, je fais du bénévolat depuis que j'ai 16 ans. Excellent. Voilà. Et donc, voilà, l'apprentissage, c'est pour moi une question de rencontre. On va certes pouvoir apprendre tout seul, les autres vont nous apprendre, et en fait, en se mettant ensemble, tout le monde réussit à grandir. C'est comme ça que je vois un petit peu l'éducation. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à ces questionnements? D'abord, le constat de talents gâchés, c'est-à-dire des personnes qui ont un énorme potentiel et qui n'arrivent pas à le révéler ou qui n'ont pas confiance en eux. Enfin voilà, c'est pas que le seul constat que j'ai fait. Ticket for Change avait fait une enquête sur justement les talents gâchés, et ça révélait que 76% des personnes avaient un talent qui était enfoui, en fait, qui n'était pas exploité au sens positif du terme. Donc voilà, pour moi l'éducation, c'est comment est-ce qu'on arrive à révéler ce pourquoi on est fait. La quête de sens, alors ça c'est très en lien avec ma quarantaine qui commence à se tasser un peu. Mais voilà, ce constat de milieu de vie où en fait, pendant des années, on a la tête dans le guidon, on suit un schéma qu'on n'a pas forcément choisi, qui est aussi imposé par les codes sociaux. Et à 40 ans, c'est de se poser et de se dire, ok, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est ce qui me motive? Est-ce que c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller? Est-ce que j'ai envie de contribuer à ça? Et un des constats que j'ai fait quand j'ai eu 40 ans, alors je continue à être convaincue que le commerce international, c'est quelque chose de génial et j'adore les relations interculturelles. Par contre, j'avais un vrai problème de conscience quelque part à faire venir et aller des centaines de conteneurs par an à travers le monde, alors qu'il y avait la compétence en local. Ça, j'avoue que c'est un des points qui m'a amené à me poser certaines questions. Et le fait d'être maman aussi m'a amené à réfléchir à d'autres moyens de faire apprendre mes filles. Parce que voilà, les devoirs de l'école, c'est sympa, c'est intéressant, c'est nécessaire et utile pour bien ancrer les apprentissages, sauf que c'est pas forcément fun. Et en fait, j'essaie de ramener du concret, de dire voilà, on te fait apprendre ça en français ou en maths ou en histoire géo, parce que derrière, ça va te servir à ça. Et donc, petit à petit, voilà, cette réflexion m'a amené à imaginer certains formats pour rendre les apprentissages un peu plus fun. Et aussi donc l'envie de m'investir dans une mission résolument tournée vers l'humain. Et vraiment de permettre à chaque personne d'être bien, d'être heureux, de faire ce qu'il veut, quoi. Donc l'objectif que je me suis fixé. Depuis tes 40 ans alors? Depuis mes 40 ans, ouais. Le temps passe vite. C'était de redonner du sens en fait aux apprentissages. C'est de profiter de certains temps pour essayer de faire des choses innovantes et concrètes et d'embarquer un peu les jeunes sur des projets qui les motivent. Donc voilà, j'ai commencé à réfléchir à 2-3 choses. J'ai voulu aussi
encourager la curiosité. Pour moi, la base de l'éducation, c'est la curiosité. À partir du moment où on a envie d'apprendre quelque chose, eh ben, on l'apprend beaucoup plus facilement. À partir du moment où on essaye de comprendre pourquoi telle ou telle personne réagit comme ça, on va avoir une interaction qui va être beaucoup plus riche. Je voulais également, comme je l'ai fait pour mes filles, essayer de rapprocher les enseignements scolaires des usages qu'ils auraient tout au long de la vie. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure sur un des projets, de recréer du lien entre les générations. Je trouve qu'il y a trop de barrières qui sont mises entre les différentes générations, alors que chacun a apporté à l'autre. Je continue ou... Ouais, tu peux continuer, mais ça me fait réagir un peu le lien entre les mais générations. Vas-y, parce que... réagir. Non, mais tout à l'heure, on discutait rapidement d'expérimentaux, de projets qu'on est en train de mener ici au lycée avant le lycée, de réhabilitation d'un âge éco avec du coup un groupe de personnes, mais qui ont tous des âges différents, allant du primaire au largement adulte. Voilà. Au senior plus. Ouvert de 7 à 77 ans. Et je pense que ça rentre dans cette transmission où on va y revenir, mais le faire ensemble. Les enfants sont des éponges, donc ils apprennent énormément en observant. Et ça passe par les attitudes, ça passe aussi par les gestes, ça passe par la parole, ça passe par plein de choses. Donc je pense que l'expérimento, ça va être une super expérience. Et un peu dans la même trempe, justement, on a déjà fait quelques réalisations, notamment en robotique, puisque j'ai eu la chance de travailler dans un espace de coworking qui m'a donné énormément de latitude pour créer plein de projets différents. Un espace de coworking qui s'appelle SoSmart, qui est à Sceaux. C'est un tout petit espace, ça n'a rien à voir avec les gros espaces de coworking parisiens où personne ne se croise, où on connaît à peine les gens. Là, on est vraiment sur un espace de coworking à taille humaine. Et en fait, quand je travaillais sur cet espace de coworking à mi-temps, et sur l'autre mi-temps, je travaillais justement sur des ateliers apprenants sur lesquels j'avais rencontré la mairie de Bagneux. Quand j'ai expliqué mon projet de reconversion et ce que je souhaitais faire, la responsable de l'espace de coworking m'a dit mais vas-y, tente, vas-y, expérimente-le, fais un truc chez SoSmart et puis tu vois. Et donc on a organisé un hackathon robotique, différents âges, mixte. Alors c'était assez compliqué de faire mixte dans la mesure où on avait assez peu de filles inscrites, comme quoi la question des limites de genre s'impose très tôt. On a quand même réussi à avoir des enfants de 6 à 15 ans. Et en fait, chaque équipe, alors on avait composé nous-mêmes les équipes justement pour que tous les copains ne soient pas ensemble et qu'ils apprennent aussi à travailler avec des gens qu'ils ne connaissaient pas. Et donc chaque équipe était composée de 4 à 5 enfants et coachée par des étudiants de l'EPITA, donc de l'école d'ingénieurs. Et donc ils devaient cerner l'usage du robot au service de la ville, avec une dimension où il ne devait pas détruire d'emplois, où ça devait rendre service à la population, enfin vraiment avec des contraintes assez importantes. Et ils devaient pitcher leur projet devant un jury. Et ça a été un événement présenté, absolument... ouais, exactement, présenté. Et le hackathon, du coup, qu'est-ce que tu peux dire rapidement ce que c'est, en quoi ça consiste? Alors, j'essaie de faire en sorte que ce soit compréhensible pour tous. Le hackathon, c'est un format court. Donc c'est une sorte de défi. Là, c'était un défi sur une journée en l'occurrence. D'accord.
où ils avaient donc du matériel, ils avaient un thème qui était l'usage des robots dans une ville intelligente sur différents secteurs. Ça pouvait être sur la santé, ça pouvait être sur les déchets, ça pouvait être sur l'aide à la personne, sur l'éducation. Et en fait, chaque équipe pouvait choisir le sujet qui l'inspirait et ensuite imaginer l'utilisation du robot avec la programmation qui allait derrière pour cet usage dans la ville. Ok. Voilà, donc ça a été bien. une super réalisation. L'année dernière sur Copacabana, alors j'avais gagné un appel à projet citoyen et j'avais décidé d'utiliser ces fonds pour faire des ateliers robotiques ouverts à tous de 3 ans jusqu'à 15 ans. Et donc, il y a eu différents ateliers lors de Copacabana. C'était pas l'année dernière, d'ailleurs. Avec le Covid, c'était il y a 2 ans, déjà. Le temps passe vite. Donc voilà, pareil, des super retours des familles sur le fait de pouvoir toucher, en fait, à quelque chose de technologique sur lequel on ne va pas spontanément. Mais en fait, on se rend compte qu'avec un petit peu d'accompagnement, ça se prend très vite en main. Il y a eu des stages également sur les cabanes et les constructions écolo. J'ai animé des cafés des parents à l'abbé Grégoire sur différents thèmes, par exemple la relation aux écrans, gérer les conflits dans les fratries, comment aborder sereinement les devoirs avec les enfants. Enfin, voilà. C'était aussi d'aborder la question éducative, mais cette fois-ci du côté parent, et de leur montrer que l'école à elle seule ne peut pas tout faire, que les parents ont aussi un rôle important à jouer. Et je vous amène également un petit suite qui a été fait par les élèves de Romain Roland. Donc c'était des élèves de 3e dans le cadre d'un projet qui s'appelait Entrepreneuriat ou Junior Entreprise, où en fait ils ont découvert le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat au sens large, puisque une des choses que je souhaitais leur faire prendre conscience, c'était que être entrepreneur, c'est pas forcément avoir une boîte à gérer avec 50 salariés ou 200 salariés. Être entrepreneur, c'est aussi être entrepreneur de sa vie. Donc voilà, connaître ses forces, ses faiblesses, savoir s'entourer, avoir une idée de ce qu'on veut faire et vraiment de leur faire prendre un peu de recul dans le rythme dans lequel ils rentrent assez vite. Et donc dans le cadre de ce projet-là, ça a été de aussi les sensibiliser à la situation de consommateurs qu'ils sont. C'est-à-dire que là, ils étaient dans la position d'un entrepreneur, je crée un produit, mais eux sont eux-mêmes consommateurs. Donc voilà, comment faire une étude de marché, comment créer un prix, enfin calculer son prix, comment construire un argumentaire. Et là, on en revient justement aux notions scolaires. Pour calculer le prix, faut savoir faire des opérations, il faut savoir faire des calculs de marge. Pour créer un argumentaire, il faut savoir écrire, il faut savoir détailler ses arguments. Et donc voilà, ils ont réussi à mener à bien ce projet. C'était sur combien de temps C'était sur toute l'année scolaire 2018-2019. On voyait tous les vendredis après-midi. Ok. Voilà, c'était génial. C'était intense. Le vendredi après-midi au collège, c'est très très chaud. Ok. C'est très très chaud, mais super intéressant parce que justement sur cet atelier-là, le retour que j'ai eu de la direction, c'est que sur les élèves qui ont passé le brevet donc dans la foulée, certains ont décidé de présenter ce projet-là sur leur oral. Et en fait, ça leur a permis de se révéler sous un nouveau jour. Ils avaient une certaine fierté d'avoir mené ce projet-là à bien, même si ça n'avait pas été simple. Et en fait, les retours ont été super constructifs. Donc j'ai eu la chance sur cette année-là
d'avoir pu mener ce projet à bien. L'année dernière, ça a été coupé dans le feu de l'action avec ce fameux Covid. Mais voilà. Tu as une photo, je crois, juste après dans le diapo justement de ça. C'est la même chose? Ça, c'est la photo en fait du hackathon à l'espace de coworking. À gauche, ouais. Voilà. Et la photo du suite qui a été produit. Ok. Alors, il y a plein d'autres projets. C'est limitless, j'ai envie de dire. Il y a un moment, j'avais envie du fait qu'on est sur une ville qui est très vallonnée. Et en prenant des souvenirs de mon père où il me racontait qu'il faisait des descentes dans la rue du Docteur Schweitzer en patin roulette, je me suis dit, à l'image des Red Bull caisse à savon, il faudrait qu'on fasse une course de caisse à savon à Bagneux, et je pense que ça serait génial. Un festival de la jeunesse, par exemple, aussi, ça pourrait être pas mal pour mettre en valeur justement tout ce que nos jeunes font, que ce soit que ce soit du bénévolat, parce qu'on a des jeunes qui font du bénévolat dans les associations sportives et tout ça. Donc voilà, il y a plein de moyens de valoriser. Bah, si tu veux, on peut monter le projet de la caisse à savon. Ça te branche? Ouais, j'ai trop chaud. Génial. Et ben, en parallèle de mener de... pas mal, ouais. Alors, je vais arriver sur la notion d'apprendre. Donc là, on passe plus sur la Lab School un peu, non? Alors, non, je ne vais pas détailler sur Ouais. Lab School parce que je ne suis pas là au nom de la Lab School, je suis là en tant que citoyenne et maman intéressée sur l'éducation. Et après, si vous souhaitez que la Lab School fasse une intervention sur ces spécificités, il n'y a aucun souci. D'accord, bon, on les invitera peut-être. Mais il y a des choses qui recroisent ce qui se passe à la Lab School, bien sûr, puisque en fait, à la Lab School, on fait ce qu'on appelle de l'hybridation pédagogique, c'est-à-dire qu'on prend le meilleur des différentes pédagogies pour justement s'adapter aux besoins et aux contraintes d'apprentissage. Ouais. Donc sur l'apprendre, il y a plusieurs dimensions. Il y a effectivement apprendre à l'école. Ça passe par plein de choses. Ça passe par un bon climat scolaire. Ça passe par des moyens pour les équipes. Si on se met du côté organisation. Au niveau des enfants, apprendre à l'école, voilà, c'est ce qui est structurant, c'est le rythme. Ils savent qu'ils vont aller du lundi au vendredi à l'école, qu'ils vont faire telle ou telle chose avec telle ou telle personne, et c'est quelque chose qui est déjà structurant. Ce qui se passe à l'école ne doit pas être séparé de ce qui se passe à la maison, c'est-à-dire que voilà, l'un influence forcément sur l'autre. Si ça se passe bien à l'école et que ça ne se passe pas bien à la maison, il y aura des répercussions à l'école. Si ça ne se passe pas bien à l'école et que ça se passe bien à la maison, il y aura aussi des répercussions. Donc, nous, on parle beaucoup d'alliance éducative et c'est vraiment important que tout le monde, que ce soit aussi bien les enseignants, mais en général, ils sont formés à ça et ils sont très demandeurs de liens avec les familles. C'est vraiment important que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, que tout le monde ait conscience que aussi bien l'école que les familles doivent agir dans l'intérêt de l'enfant. Le constat qui a été fait sur les dernières années, du fait d'un Vigipirate qui était extrêmement contraignant et du Covid, c'est qu'en fait les familles entrent plus dans l'école. Les moments de convivialité qui permettent justement d'entretenir ce lien entre les familles et les équipes enseignantes ou les équipes éducatives comme les CPE et les surveillants, en fait, c'est de plus en plus contraint par les mesures sanitaires, par les restrictions de sécurité. Et donc voilà, ça montre bien que s'il n'y a pas ce lien, c'est beaucoup plus compliqué à gérer.
On peut également apprendre en dehors les murs. Apprendre en dehors des murs, ça veut dire, voilà, il y a l'école, et l'école est plus ou moins agréable en fonction des endroits. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de sortir de ce cadre de l'école pour apprendre ailleurs. Ça, c'est pareil, ça a été extrêmement contraint. Toutes les sorties, les voyages scolaires à l'étranger, par exemple, au niveau linguistique. On peut avoir le meilleur prof d'anglais du monde. L'immersion reste quand même la meilleure solution pour apprendre une langue. Donc, le fait que les enfants soient aujourd'hui confinés, j'ai presque envie de dire, dans leur établissement, enlève une partie des apprentissages qui pourraient se faire différemment. Dans les apprentissages en dehors des murs, j'ai mentionné également la MMD, la Maison de la musique et de la danse. Non, je l'ai mis où? Ah voilà, je l'ai mis là. La Maison de la musique et de la danse, la Maison des arts, le sport, le bénévolat, tout ce qui est centre socio-culturel, la médiathèque, tous ces endroits-là, en fait, sont des lieux d'apprentissage par excellence. Si on prend le sport va vous apprendre la rigueur, va vous apprendre le respect des règles, là où on peut avoir énormément de difficultés à faire respecter les règles à l'école. Allez savoir pourquoi, dans le sport, il n'y aura pas de débat. Et ça passera comme une lettre à la poste. Sur le centre socio-culturel, il y a aussi cette dimension aide aux devoirs, où c'est important pour l'enfant de aussi sortir de l'école pour cette aide aux devoirs, d'être dans un cadre hyper agréable, par exemple quand on ne peut pas faire ses devoirs calmement à la maison, ou qu'on n'a pas une pièce dédiée, ou qu'on n'a pas de bonnes conditions pour travailler, et ben cette aide aux devoirs doit vraiment être vue comme vraiment un relais, un relais aidant. Ça rejoint le hors les murs. Ça rejoint le hors les murs, exactement. C'est un meilleur cadre d'apprentissage, disons, en tout cas propice. Exactement. Et puis avec d'autres personnes, avec d'autres méthodes, avec d'autres explications. Donc tout ça fait que ça va permettre d'acquérir plus facilement. J'ai mentionné également les MOOC et les tutos. Et ça, c'est l'expérience personnelle qui parle. Il y a une période où je fumais, je bouillonnais, si on peut dire, de voir une de mes filles sur un écran. Et donc, je lui fais la remarque, je fais essaye de faire autre chose que d'être devant un écran. Et à la fin de la journée, elle revient vers moi avec une fabrication qu'elle avait faite. Et là, je suis juste restée scotchée parce que, en fait, elle s'était appropriée une méthode de fabrication rien qu'en regardant une vidéo. Et donc, du coup, je suis beaucoup plus souple aujourd'hui. J'ai aussi appris, moi, en tant que maman, sur les supports qui peuvent être utilisés. La manière dont moi j'ai appris, en regardant ma mère tricoter ou faire du crochet, et ben en fait, mes filles aujourd'hui apprennent, elles, à leur manière, avec des tutos ou des MOOC ou autres. Donc en fait, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que toutes les occasions sont des sources d'apprentissage, en fait. Il n'y a pas que à l'école qu'on va apprendre, il n'y a pas que au sport qu'on va apprendre. Tout ça s'entremêle et construit en fait l'éducation au sens large. Il y a une citation, un proverbe africain que j'adore qui dit « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Et en fait, moi, Bagneux, j'ai vraiment l'impression que c'est ce village-là, parce qu'il y a plein d'infrastructures différentes. C'est pas une question de moyens. Il y a beaucoup d'offres qui sont accessibles à tous. Et aujourd'hui, tous ces acteurs, que ce soit la MMD, la MDA, le COMB, toutes les petites associations, je crois qu'il y a pas loin de 250 ou 300 associations à Bagneux. En fait, tout cet écosystème-là et ce village qui fait grandir. Alors,
j'ai beaucoup parlé des enfants depuis le départ, mais il y a le troisième point que je n'ai pas évoqué, c'est apprendre tout au long de sa vie. Et en fait, tout cet écosystème apprenant, il est là pour tous. On apprend certes quand on est jeune, mais de plus en plus, il va falloir qu'on apprenne tout au long de sa vie. Donc voilà, pour moi, Bagneux, c'est vraiment ce village, quoi. Alors, on a parlé du... Comment ? Encore apprendre. Encore apprendre. Bah, il y a apprendre et apprendre. Il y a apprendre à différents endroits, différentes choses. Et il y a apprendre de différentes manières. Donc, la première chose que j'ai mentionnée, c'est apprendre à être soi et à être avec les autres. L'école, avant d'être un lieu d'apprentissage, est avant tout un lieu de socialisation. Et ça, on l'a vu notamment avec le Covid. Apprendre derrière un écran, ça marche beaucoup moins bien qu'apprendre en face à face ou apprendre à côté de quelqu'un. Ne plus voir les personnes avec lesquelles on s'entend bien ou avec lesquelles on ne s'entend pas bien puisqu'on apprend à argumenter et à débattre, eh ben, c'est une source d'apprentissage dont on se prive. Donc voilà, apprendre à être soi et connaître aussi ses ressources, c'est pour moi extrêmement important. Il y a un autre point que je voulais évoquer sur l'apprendre à être soi, c'est face à l'automatisation et à l'intelligence artificielle, en fait. De nombreuses études montrent que les métiers de demain seront très centrés sur les soft skills, donc les compétences douces. Et ça, aujourd'hui, c'est très très peu enseigné à l'école. Par contre, ça l'est énormément sur toutes ces activités annexes qui sont le sport, dans la coopération, dans la maison des arts, voilà, favorise la créativité. Donc voilà, les soft skills, ça reste quelque chose qui est important. Les écoles travaillent de plus en plus à développer ces compétences. Mais il reste encore beaucoup de boulot sur ça, sur l'empathie, sur la curiosité, sur le sens du collectif. La France est quand même un pays où la compétition est favorisée par rapport à la coopération, par rapport à d'autres pays comme les pays nordiques, où vous avez des cours d'empathie, où la collaboration est encouragée. Voilà. Donc apprendre à être soi. Ensuite, il y a apprendre en faisant, le learning by doing, où en fait on va manipuler. Et je vous ai justement amené quelques petites choses sur le learning by doing. J'aurais dû le déballer un petit peu avant. Qu'est-ce que c'est? Alors, Osmo, je ne suis pas du tout commissionnée par Osmo, je tiens à le dire. Mais Osmo, ça réconcilie un petit peu les enfants qui aiment bien être sur tablette, mais le besoin de manipuler. Et en fait, c'est un système de projecteur qui va scanner une feuille sur lesquelles vous allez par exemple pouvoir faire un tangramme, donc pour le repérage dans l'espace. Donc en fait, vous avez votre tablette qui est comme ça, vous avez votre feuille, et en fait, Osmo va détecter ce qui se passe sur la feuille. Et vous allez avoir une petite pratique qui va vous emmener d'un endroit à un autre sur une carte, une sorte de parcours ludique en fonction des figures que vous aurez réussi à faire. Il y a également un autre jeu qui s'appelle Newton. Où est-ce qu'il est, Newton? Je sais pas, Newton, c'est pas grave. Il y a également des jeux avec des tuiles. On peut jouer seul ou à plusieurs. Donc là, c'est intéressant aussi parce que si on allie justement notre intelligence, eh ben, on va un petit peu plus loin sur le parcours. Et donc, ça, en manipulant les lettres,
en fait, l'enfant va les retenir beaucoup plus facilement qu'en les lisant tout simplement. C'est un peu la limite du tuto. C'est un peu la limite du tuto, exactement. Où on va regarder quelqu'un d'autre faire sans vraiment faire. Exactement. Après, on peut effectivement essayer de refaire juste après. Et là, c'est efficace. Et alors là, on arrive justement au test and learn, Ouais. puisqu'en fait, on expérimente, on fait, on se trompe, on réessaye, on se retrompe, et c'est pas grave. Ça fait partie des apprentissages justement de se gourer, de peaufiner sa gestuelle, de peaufiner son argumentaire. C'est exactement pareil en commercial. Je veux dire, on va tenter un argument, on va tenter une approche d'une certaine manière, ça va pas passer. Quand on dit ça passe pas par la fenêtre, par la porte, on passe par la fenêtre. C'est exactement pareil. Il y a également donc apprendre en jouant. Osmo, c'est déjà une manière de jouer tout en manipulant. Vous avez également les cartes à toto, où ça se glisse dans un sac. On y joue dans le métro, on y joue en voiture, on y joue au restaurant. Et en fait, ça permet de réviser super facilement, que ce soit de l'anglais, que ce soit des tables de multiplication. Et on peut le faire dans les deux sens, c'est-à-dire j'ai 36, comment est-ce que j'obtiens 36? Et vous avez la réponse là sur le côté. La réponse la plus simple, c'est 6 x 6. Mais vous avez également d'autres possibilités de faire 36. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser en fonction des âges. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ok. Ensuite, donc sur le apprendre à apprendre, là c'est plus d'acquérir une certaine méthodologie. Et sur ça, vous avez des bouquins qui sont plutôt bien faits, notamment chez Canopé. C'est comment accompagner. Merci de le rapprocher un peu. Comment accompagner les enfants dans la construction de leur autonomie, dans leur méthodologie de prise de notes. Et je sais qu'à Romain Roland, l'ancienne direction envisageait de faire des ateliers de méthodologie pour justement aider les élèves qui ont donné énormément à apprendre, mais ils n'avaient pas forcément les outils pour. Donc la méthodologie, par exemple, j'ai fait un atelier cette année avec des cycles 3, donc des CM1 et des CM2, où je leur expliquais l'importance du corps, ce qui passe par la bouche, ce qui passe par la vue, comment est-ce qu'on peut apprendre une récitation, le fait de ne pas avoir faim, de ne pas avoir soif au moment où on va faire ses devoirs, sinon on va être distrait par autre chose. Enfin, voilà, c'est se mettre dans des bonnes conditions d'apprendre. Et comment est-ce que je peux utiliser différents outils dans ma boîte à outils. On a commencé à constituer une boîte à outils. Qu'est-ce que je vais aller chercher en fonction de ce que je veux travailler? Et puis, si j'ai envie de commencer par les maths et pas le français, je commence par les maths parce que je me fais plaisir et que c'est vachement important. Donc, j'ai envie de le lire, moi, ce livre-là. C'est vrai. Je suis sûr que je te le prête. En fait, même je pense qu'en tant qu'adulte, on peut apprendre beaucoup de choses. Avoir des outils qu'on n'utilisait pas forcément. Exactement. Il y a juste un petit truc sur lequel j'ai oublié, sur le apprendre à être soi, c'est apprendre avec les émotions. Ça, c'est, en fait, on néglige trop les émotions dans les apprentissages. En fonction de l'état dans lequel on se trouve, on ne va pas apprendre de la même manière. Et en fait, ce petit bouquin super rapide, mais très complet, aborde justement l'importance des émotions et ce quel que soit l'âge dans les apprentissages. Et en plus, ça a été fait par mes collègues. Ok, donc ça s'appelle « À l'école de leurs émotions ». À l'école de leurs émotions, exactement. Super. Alors, il y a plein d'autres choses que j'aurais aimé partager avec vous, mais bon, tant pis, ce sera l'objet d'un prochain géo, autre chose. Je viens de demander de se dépêcher. Pourquoi est-ce que j'étais super contente d'être avec vous ce soir? Parce que je pense qu'un lycée à Bagneux, c'est une chance juste inouïe. C'est vraiment un super projet. Déjà de pouvoir être impliquée en tant que citoyenne sur cette réflexion-là, c'est pour moi un gage que la société évolue un peu. On n'est plus sur un pouvoir
descendant, comme c'était le cas dans la classe dans laquelle j'ai fait mon stage, où c'était le maître qui donnait. Non, là on est sur de la coopération, on est sur de l'intelligence collective, où c'est aussi un moyen d'apprendre. C'est, voilà, chacun va avoir des idées, on ne va pas forcément pouvoir prendre les idées de tout le monde, mais au moins on les aura entendues et peut-être qu'il y a quelque chose d'original ou de juste révolutionnaire qui va pouvoir en sortir. Mais je Donc, crois que tu vas devenir notre porte-parole parce que dans les précédentes slides, donc les précédentes images que tu nous as montrées, j'avais l'impression que tu nous présentais le projet pédagogique du futur lycée général des Bagneux. Alors sur les projets pédagogiques… Non mais voilà, c'est dire qu'on est vraiment, je pense que sur la même longueur d'onde et on a des principes, plein de principes communs, c'est certain. Sans Donc problème. voilà, effectivement, tu n'es pas là par hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres à ce qui paraît. En fait, ouais, c'est donc un super projet qui aura aussi un impact sur du très très long terme, donc de pouvoir être impliqué au départ et non pas après coup. Comme ça peut être le cas sur certaines rénovations de quartier où en fait on est obligé de composer avec l'existant. Bah là, de partir d'une page blanche, c'est juste génial. Enfin, moi j'adore le défrichage, donc voilà. C'est aussi l'occasion de faire rayonner notre ville, je ne l'ai pas dit, hein, de faire rayonner notre ville qui malheureusement n'a pas une super bonne image, malgré toutes les initiatives qui sont faites. Elles se traînent une réputation depuis 50 ans. Et je ne sais pas ce qu'il faut justement aux gens pour qu'ils comprennent que les choses changent et qu'il y a ceux qui font changer les choses et ceux qui continuent à rester sur le passé avec une vieille image. Donc, Mais surtout qu'il y a un réel potentiel, les choses sont presque déjà là, j'ai envie de dire. Voilà, on parlait aujourd'hui, on a fait une nouvelle rencontre, on parlait de patrimoine. Et le patrimoine balnéolais est assez conséquent. riche. On l'a vu un peu aussi avec notre précédent géo avec Clément, effectivement. Et donc, oui, Mais il y a une histoire qui est super forte. Il y a aussi une richesse humaine qui, je pense, ne demande qu'à être révélée. Si on acceptait de laisser certains stéréotypes ou certaines réputations anciennes, justement, de laisser ce potentiel exploser dans le bon sens du terme. Et pour moi, il y a un exemple sur lequel on peut aussi s'appuyer, c'est le PPCM. Parce que le PPCM a commencé tout petit. On voit la réputation internationale aujourd'hui de cette structure. Et pour moi, ce projet de lycée, il vient vraiment dans la continuité de ce qui s'est passé avec le PPCM, de dire oui, on a un territoire de banlieue, oui, on a une population qui est très populaire, et bien justement faisons-en une force et révélons tous les talents à travers ce nouveau lycée et tout l'écosystème qu'il y a autour. Autre bel exemple dont on doit s'inspirer pour moi sur ce lycée, c'est l'école Rosenberg. Je n'ai pas encore vu Niki de Saint-Phal, mais Rosenberg, je trouve que c'est une vraie réussite. C'est très vert, c'est très lumineux. Et ça aussi, ça rentre énormément en jeu dans les bonnes conditions d'apprentissage. Donc on est sur une école qui est, oui, dans un milieu très urbain, mais avec une variété de plantes qui est phénoménale, avec un esprit cabane dans cette bulle en bois. Enfin, voilà, c'est ramener un peu de nature dans ce territoire qui a été assez bétonné, mais qui a tendance à se reverdir. Et enfin, le challenge d'un nouveau lieu qui doit donner envie, c'est ça, c'est le lycée, c'est bien, ça va être pour les jeunes, ok, mais ça doit être un lieu de vie pour tout le monde. Et en fait, moi, ce lycée, je l'imagine comme un lieu de conférence, comme
un lieu où il va y avoir les Repair Café qui se passent chez les Simone aujourd'hui, un lieu qui va vraiment être ouvert sur la ville. Alors, est-ce que ce sera compatible avec les contraintes Vigipirate et autres? Ça, c'est un autre sujet. Mais en fait, un lycée, comme toutes les écoles, est utilisé 50% de son temps ou 30% de son temps. Donc, comment est-ce qu'on en fait un lieu de vie? 30%, ouais. Comment est-ce qu'on en fait un lieu de vie tout au long de l'année? Notre festival de la jeunesse, on pourrait tout à fait le faire sur le lycée. Ouais. Et lancer la course de caisse à savon aussi, mais on l'aura lancé avant. Bah, c'est quand même drôle parce qu'on n'a pas vraiment parlé du projet en profondeur tous les deux, ou même avec Martine qui nous regarde, qui est là. mais c'est effectivement une des ambitions du lycée avant lycée, de faire en sorte que donc, ce lycée avant tout soit un lycée qui ne soit pas conventionnel, qui soit peut-être extraordinaire, mais en tout cas qui soit utilisé beaucoup plus que 30% de son temps, qui soit ouvert aussi aux parents d'élèves qui sont une image aussi des lycées, pas forcément négatif, mais qui est en décalage avec la réalité parce que l'école change et ils ont l'image de leur jeunesse, ils ne savent pas trop où vont en fait leurs enfants. Voilà, donc tu as deviné. Et puis dans l'apprendre tout au long de la vie, voilà, le lycée, il ne doit pas être réservé qu'aux jeunes. Demain, quelqu'un me fait un cours sur de l'électricité ou sur de la permaculture, et ben voilà, pourquoi pas, quoi. Et cette petite phrase que tu nous as mis là. Ouais. Tout être humain est un trésor inexploité possédant un potentiel illimité. Ouais. Et ben, j'aimerais bien que chaque balnéolais révèle au moins un de son potentiel illimité. Ben, on est un peu là pour ça ce soir, c'est un peu le but Merci des JO. Donc je trouve que ça pourrait être le sous-titre en fait de nos gens extraordinaires. La C'est bien trouvé. baseline du lycée. Et alors cette phrase-là, elle est d'autant plus intéressante que Muhammad Yunus, en fait, c'est le prix Nobel de la paix 2006. D'accord. C'est un entrepreneur bangladais. Et Bangladesh, on ne peut pas dire que ce soit un pays qui soit particulièrement riche ou bien doté de certaines matières rares. Et en fait, un peu dans le même esprit que le Jugad, où en fait on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, il a été le premier inventeur du microcrédit, c'est-à-dire de donner la chance à chacun de développer son activité grâce aux participations citoyennes. Donc dans le film Yes Man, ils font référence à ce bonhomme-là. Je sais pas, je me vis quand même. Bon, pour ceux qui connaissent, ils vont reconnaître peut-être la scène où il y a du coup donc l'acteur qui commence à proposer des microcrédits dans sa banque parce qu'il adopte la philosophie de dire oui à tout le monde, à absolument tout. Voilà. Sur le lycée aussi, j'ai eu un petit clin d'œil tout à l'heure parce que j'ai vu cette couverture tout à l'heure et je me suis dit justement de faire... Il faut que je le mette comme ça. Voilà, super. Et j'avoue qu'une réflexion citoyenne sur le revenu universel, ça m'intéresserait bien de le faire sur le prochain lycée. Je pense que Bagneux sera un super terrain d'expérimentation justement sur le revenu universel. Avant qu'on termine, il y a des petites questions, et notamment dans les commentaires live. Il y a une première que je vais te lire du coup. En quoi vous remarquez des différences entre l'éducation de l'école publique et un autre type d'éducation comme celle de Montessori? Alors il n'y a pas que Montessori, je n'ai pas abordé les différentes pédagogies. Vous avez la pédagogie Freinet, vous avez De Crowley, vous avez Steiner. Oui, tu parlais d'optimisation pédagogique, je crois, tout à l'heure. D'hybridation. Ouais. Donc où tu vas piocher un peu dans toutes ces pédagogies-là. Exactement. Ouais. En fait, l'éducation, c'est une question humaine avant tout. On en parlait tout à l'heure avec Martine. Une école ne va pas forcément correspondre à tout le monde. La difficulté, c'est de trouver la bonne école pour son enfant.
Alors vous allez avoir des familles où la pédagogie Montessori va plaire parce que c'est très centré sur l'enfant, c'est beaucoup de manipulation, j'entends manuel, hein, pas manipulation, beaucoup de manipulation, c'est énormément de développement d'autonomie. D'autres familles vont choisir une école Steiner parce que il y a une dimension spirituelle et que c'est très porté sur les pratiques artistiques. Donc il y a énormément de différences en fonction du type d'école qu'on va choisir. L'école publique aujourd'hui s'ouvre justement aux pédagogies alternatives. Je me souviens d'une des enseignantes de mes filles qui avait fait une reconversion. Elle était enseignante depuis 5 ans. Et en fait, à la réunion de rentrée, elle nous présente comment elle fonctionne, aussi bien sur la régulation du groupe que sur le travail, les devoirs, etc. Et en fait, quand j'ai entendu ce qu'elle a présenté, je me suis dit, toi, tu t'es formé aux pédagogies alternatives et donc je vais la voir à la fin. Je fais ce que vous utilisez là, il y a un petit peu de Freinet, un petit peu de Montessori. Elle fait oui, exactement. Et en fait, voilà, elle avait fait le choix de pas uniquement suivre le cursus classique et la formation que l'éducation nationale donne, mais aussi d'aller piocher sur son temps et sur ses deniers personnels ces différents outils. Et en fait, elle a réussi à faire des choses avec des enfants que moi je suivais depuis la maternelle en tant que représentante parent d'élèves, où je savais qu'il y avait des problèmes de comportement. Elle a réussi à faire des choses que personne d'autre n'avait réussi à faire. Donc l'apport de ces pédagogies-là, il est loin d'être négligeable. Maintenant, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Enfin, la plupart des écoles alternatives, privées hors contrat, sont assez coûteuses. Nous, à la Lab School, on a fait le choix d'avoir une école mixte. Donc on a un système de bourse pour que ce soit accessible justement à tout le monde et on a des partenaires qui financent partiellement l'école, mais on n'a aucune subvention publique ni rien du tout. Donc voilà, dans le public, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Il y a énormément de bonne volonté. Tous les enseignants avec lesquels j'ai pu échanger, ils sont très volontaires. Après, ils ont des contraintes de programme, ils ont des contraintes de moyens. J'avais fait des tas de propositions au collège Romain Rolland. On me dit ouais, c'est génial, mais clairement on n'a pas de budget, quoi. Donc voilà. Mais sur les impacts sur les enfants, oui, ça joue énormément en termes de bienveillance, en termes d'apprentissage de la coopération, en termes d'estime de soi, de confiance en soi. Mais du coup, pour en revenir à la question, du coup, c'était les différences un peu qu'il pouvait y avoir entre le public, l'éducation nationale et les alternatives. Finalement, la réponse, ce serait plus dans la manière d'apprendre, plus que dans ce qui est appris. Ouais. Finalement, le fond est déjà là. C'est peut-être ça dépend des écoles, en fait. Il y a les écoles qui choisissent. Donc, normalement, toutes les écoles sont censées répondre au socle commun de compétences de l'éducation nationale. Ouais. Après, j'ai envie de dire, peu importe les moyens par lesquels vous y arrivez. Donc, dans le public, ils ont un programme qui est bien déterminé, des cours de 55 minutes, temps de pause, temps d'heures par matière, etc. Dans les écoles alternatives, vous avez peut-être un peu plus de souplesse sur la manière dont vous faites les choses. Par exemple, on sait que la capacité de concentration d'un enfant, c'est 20 minutes. Donc sur un cours de 55 minutes, on est vachement moins surpris quand il faut faire 20 minutes de discipline. En fait, en changeant plus régulièrement d'activité au cours de la journée, on a une meilleure concentration et donc une meilleure assimilation. Des fois, il vaut mieux faire 2 fois des maths dans la journée, 2 fois 20 minutes, plutôt qu'une fois 55. Voilà. Et chez l'adulte, alors, c'est combien? Sur l'adulte, sur la méthode Pomodoro, je crois que c'est pareil, c'est 20 minutes de concentration, 5 minutes de pause, 20 minutes de concentration, et vous enchaînez ça sur 3 sessions. Pour pouvoir avancer. Okay. Et alors, il y a un type d'école où en fait, il n'y a pas de pédagogie.
c'est les écoles démocratiques qui sont sur le modèle Summerhill en fait, qui s'appuient beaucoup sur les lois naturelles de l'enfant, où en fait l'enfant a une propension naturelle à aller vers des apprentissages. Ouais. Ça, je vous ai amené le bouquin aussi, mais c'est mieux de voir le documentaire. En fait, l'enfant, il est curieux naturellement et il va apprendre en observant. Donc, dans les écoles démocratiques, vous n'avez pas de cours imposés. L'enfant fait ce qu'il veut quand il veut. Il a des ressources à disposition qui sont des ressources humaines ou des ressources matérielles. Mais après, s'il a envie de faire de la physique quantique ou s'il a envie d'écrire une nouvelle, et ben en fait, c'est lui qui voit, c'est lui qui gère. S'il a envie de jouer aux jeux vidéo toute la journée, il a envie de jouer il joue aux jeux vidéo toute la journée. Mais ça, c'est pareil. Enfin, sur les jeux vidéo, il y a du bon et du mauvais. Il y a certains recruteurs aujourd'hui qui s'appuient sur les compétences de repérage dans l'espace sur ces profils-là. Ouais. Et donc, oui, tous les enfants ne sont pas... donc, à chaque enfant, son école, Exactement. comme tu le disais. Le bouquin que tu nous montrais qui a un documentaire... Être et devenir. Être et devenir, Ouais. d'accord. Le documentaire, ça s'appelle... pareil, ok. Et sur les lois naturelles de l'enfance, c'est super intéressant. C'est Céline Alvarez qui a beaucoup défrayé la chronique par rapport à l'expérience qu'elle a menée à Gennevilliers, justement dans un quartier difficile, où elle a appliqué de la pédagogie Montessori et où elle a montré comment elle arrivait à réguler les comportements et à favoriser la coopération entre les enfants, là où avant il y avait énormément de violence, y compris dans les relations avec les familles. Donc c'est super intéressant. Ça a été un vrai déclic en fait, ce bouquin-là. Okay. Je pars du principe que comme on marche et comme on parle, et ben, on apprend en observant nos parents et tout ce qui se passe autour de nous. Donc voilà. Du coup, moi j'ai une dernière question. J'ai l'impression que tu as quand même beaucoup de clés pour avancer sur ces thèmes pédagogiques. Et tout à l'heure, tu parlais d'échanges intergénérationnels, d'apprentissage. Et finalement, qu'est-ce qui réunit le mieux ces âges différents? Quel sujet en fait on peut apporter pour réussir à réunir ces différentes générations? Parce que tout à l'heure tu parlais de cuisine et moi je pense qu'effectivement manger réunit beaucoup. En fait, je pense que tu n'as pas un sujet. En fait, c'est la première chose pour moi, c'est l'envie d'aller vers l'autre et l'envie de partager. Et la curiosité. Parce que si tu n'es pas curieux vis-à-vis de l'autre, tu ne vas pas aller vers lui. Et après, le partage de la passion, voilà, c'est ce qui va faire que tu transmets ou pas. Mais ça peut se faire sur de la menuiserie, ça peut se faire sur la cuisine, ça peut se faire sur le tricot, enfin les cafés tricot, c'est hyper tendance. Hein. Ça peut être sur le jardinage, enfin les jardins thérapeutiques. Le fait de pouvoir cultiver ensemble et de cuisiner ensemble après, je veux dire, c'est juste fantastique. Tu as combien de gosses aujourd'hui qui ne savent pas comment pousse une pomme de terre ou sur quoi pousse une framboise, quoi. C'est aussi bête que ça. Mais je pense que c'est ramener aussi du plaisir sur des choses qui sont d'un basique. La techno, c'est bien, mais c'est pas ce qui nous nourrit. Donc voilà, si on revient sur des choses qui sont humaines et basiques, je pense que ce sera déjà pas mal. Ok, très bien. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions dans les commentaires. Donc, écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt pour un 5e Géo. À bientôt à vous.